Bonsoir, bonjour, c'est RD Congo Bassango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. L'émission a besoin de solo ensemble sur le Mboka. Bande Ko Awa Togoloba sur révision de la Constitution. IDPS lance la campagne. Alors, débat, Bandeko. Augustin Oyokaka, Makambo Ezoleka Bandeko, et ça sonne. Bokoyoka clairement, Oyo Bandeko, Bazako décider la débat. L'Union pour la démocratie et le progrès social a officiellement lancé sa campagne en faveur de la révision de la Constitution. Dans une circulaire adressée aux différents instants du parti politique, le secrétaire général du parti, Augustin Kabouya, a appelé ces derniers à mobiliser leur base en vue d'obtenir un large soutien pour cette réforme. Pour Augustin Kabouya, la Constitution de 2006 est désormais dépassée sur plusieurs points et ne répondrait plus aux aspirations du peuple congolais ni au jeu de souveraineté auquel le pays fait face aujourd'hui. Le secrétaire général rappelle que cette constitution a été recommandée par le leader Bandeko Etienne Tshisekedi. Quelle lecture faire de cette constitution du secrétaire général de l'IDPS Bandeko Mathieu Zamouboulou. Bokoyo ka débat Bandeko la constitution on a coûté Tchemoboulou même na pouvoir judiciaire ma perte de liberté nan makambo ebele bokoyoka que ezali sous-souté ni ezalaki oh les chefs du gouvernement oh buena oh donc makambo ebele zikoti déjà mobulu ndeto otamza mboka balobi esalamaki na Sun City oh écrit par des étrangers balobi ba idée zaki ya ba étranger mais ba congolais ba omo pe ba komaki. Alors, tant que on a construit ça à Sun City, Nzambinanga, RDC Witina Mawa, comment constituer que ça à Sun City? Alors, Banamboka, ton a débat, bongo, tu continues ma soul. Je l'ai dit dans mon introduction, l'UDPS a officiellement lancé sa campagne en faveur de la révision de la Constitution le 11 octobre 2024. Dans une circulaire adressée aux instances du parti, le secrétaire général de l'UDPS a appelé ces dernières à mobiliser leur base en vue d'obtenir un large soutien pour cette réforme. Grâce à Mzati, nous en dit plus. Nous vous invitons, à partir de ces jours, chacun dans son ressort, à mobiliser et à conscientiser la base du parti afin d'imprégner aux militants le bien fondé de la mise en œuvre du processus de révision de la Constitution en vigueur selon les normes prévues par cette dernière. C'est en ces termes qu'Augustin Kabouya a écrit aux présidents fédéraux, sectionnaires et cellulaires de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Le secrétaire général du parti présidentiel affirme dans cette circulaire que la révision de la Constitution est une promesse électorale de l'UDPS. Par conséquent, dit-il, elle est capitale à plusieurs égards. Augustin Kabouya rappelle ce qu'il appelle la promesse d'Etienne Tshisekedi, je le cite, « Souvenez-vous des propos de notre père fondateur, Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba, de Rez Mémoire. Si le peuple nous fait confiance, une fois l'UDPS au pouvoir, nous reviendrons sur cette constitution en l'adaptant aux réalités congolaises. Aujourd'hui que notre parti est au pouvoir, nous sommes tenus de respecter et d'exécuter ces testaments. » Fin de citation. Cette démarche fait réagir aussi bien à l'Union sacrée de la nation qu'à l'opposition. Lors de son passage ce lundi à Radio Okapi, le député national est un des cofondateurs de l'Union sacrée, Willy Michiki, tout en reconnaissant qu'il y a des dispositions de l'actuelle constitution qui doivent faire l'objet d'une révision. Il pense néanmoins que le moment n'est pas indiqué. L'attention de toute la nation devrait être focalisée sur la crise dans l'est de la RDC et les problèmes socio-économiques du pays, précise-t-il. Par ailleurs, le jeudi dernier, le parti politique de l'opposition en vol a dénoncé ce qu'il qualifie de tentative du régime Tshisekedi à contourner les dispositions irrévocables de l'article 220 de la loi fondamentale pour changer la constitution et se maintenir au pouvoir. L'envol exige au président Félix Tshisekedi de quitter pacifiquement le pouvoir en 2028, comme ce fut le cas avec son prédécesseur Joseph Kabila, sans casser le pacte républicain sur lequel repose le fonctionnement des institutions. Pour sa part, dans une déclaration faite ce week-end, Moïse Katumbi, leader d'Ensemble pour la République, affirme que le problème en RDC aujourd'hui, ce n'est pas la Constitution.
c'est le manque de bonne gouvernance. Nous avons une bonne constitution. Rien ne justifie de la changer, martèle-t-il. Merci Graça Msati pour ce résumé. Christian Moleka, je rappelle que vous êtes analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Le GO a été lancé par l'UDPS, le parti présidentiel, qui a officiellement lancé sa campagne en faveur de la révision de la Constitution ce week-end, c'est-à-dire le 11 octobre 2024. Quelle lecture vous faites de la déclaration d'Augustin Kabouya lorsque il dit par exemple que la Constitution de 2006 est désormais dépassée sur plusieurs points et ne répondrait plus aux aspirations du peuple congolais ni aux enjeux de souveraineté auxquels le pays fait face aujourd'hui? Bon, déjà, je dirais qu'il y a une forme d'ambiguïté entretenue par le secrétaire général du DPS. Parce que quand vous suivez les éléments de langage présentés, autant on parle de révision de la Constitution, mais quand vous allez en profondeur, certaines des dispositions qui sont invoquées appellent davantage au changement de Constitution. Par exemple, sur la durée du mandat du président de la République. Dès l'instant où vous avez cette ambiguïté entre révision et changement, ça fait crisper une certaine opinion à l'intérieur, parce que ça nous rappelle des événements tristes vécus récemment en 2015, avec une volonté manifeste de se maintenir au pouvoir par le régime précédent. Et donc, il y a une réalité politique, une réalité sociologique liée à la Constitution au Congo, qui est celle d'une volonté politique de se maintenir. Est-ce que nous sommes dans une logique de révision? Mais la Constitution a déjà prévu les mécanismes de ces révisions, et on ne devait même pas avoir un débat si on parle de révision, parce que la Constitution a déjà réglé les problèmes de la révision. Si débat il y a aujourd'hui, c'est parce que la Constitution elle-même également a donné les limites à la révision, par l'article 219 notamment, avec l'état de siège. Et donc, parler de révision alors que les conditions limitées par la loi elle-même s'y opposent, c'est ça qui interroge les gens sur les motivations profondes. Mais réviser la Constitution, c'est prévu dans le texte lui-même. On l'a vu en 2011 avec les modifications apportées. Ce qui entretient davantage le flou, comme je le dis, c'est cette ambiguïté entre révision ou changement, dans une perspective où on sait que le président est dans le dernier mandat constitutionnel et qu'on peut revivre les velléités de 2015. Mais je crois, excusez-moi, je crois qu'il a été clair lors de sa déclaration. Il a parlé des révisions et non des changements. Oui, mais il parle de révision. En même temps, il évoque la durée du mandat. Lorsque vous parlez de la durée du mandat, vous parlez de l'article 220, qui est une disposition verrouillée. Et donc, dans une logique de révision, on ne peut pas modifier l'article 220. Dans une logique de révision, on ne toucherait pas aux dispositions verrouillées. Dès l'instant où vous commencez à parler des dispositions verrouillées, la seule manière de déverrouiller les dispositions verrouillées, c'est de changer de constitution. Et donc, ça nous ramène dans ces velléités de vouloir changer pour permettre une pérennité d'un pouvoir politique. Et c'est ça, je crois que là où la question devient plus sensible dans l'opinion, c'est lorsqu'on lie forcément le changement de la constitution à une volonté de pérennité d'un pouvoir politique et non pas en termes d'adéquation avec une stabilité politique et institutionnelle voulue. Alors, réviser la Constitution, oui, c'est faisable, sont touchés les articles intangibles de la Constitution, vous l'avez dit, mais est-ce que c'est opportun en ce moment, aujourd'hui, de réviser cette Constitution? Est-ce que c'est une priorité, selon vous? Bon, tout dépend de la priorité de qui, parce que c'est le politique qui définit en quelque sorte l'opportunité. Nous sommes dans un jeu politique. Et la réalité politique veut que c'est le politique qui définit ce qu'est peut être une priorité, qui peut être très différent de ce que pense l'opinion de manière générale. L'opinion peut penser que la priorité, c'est faire les routes, c'est régler le problème de paix à l'Est, mais la démarche politicienne définit des priorités propres à une lecture politique. Maintenant, est-ce que pour l'UDPS aujourd'hui, la priorité politique, c'est de se projeter après 2028, ou c'est de gérer et proposer à la population un projet qui permette de donner une nouvelle confiance, non pas peut-être à une personne, mais au parti politique. Tout dépend de ce que pense le parti politique. Si la volonté aujourd'hui, c'est de se projeter après 2028, et donc sur la fin du mandat, eh bien, ils travailleront aujourd'hui. D'autant plus qu'on sait que la question, pour le PPRD par exemple, la question a été tellement évoquée vers 2015, que ça a justifié pour certains alliés, je dirais, un retrait de la plateforme. En soulevant la question en début de mandat, ça permet aussi de mettre sous pression les alliés traditionnels, notamment Kamere et Bahati, qui auront le choix, soit
de se désolidariser de cette démarche et donc éventuellement de quitter la majorité Créteau, ça leur donnerait pas suffisamment de temps pour financièrement s'organiser, soit d'assumer une posture qui toucherait leur ambition, mais qui leur permettrait de rester en gestion. Donc le fait de commencer le débat très tôt, c'est aussi d'abord une démarche intérieure qui vise à gérer les alliés potentiels par rapport à 2028. Maintenant, tout dépend de l'agenda. Si l'agenda il est celui-là, c'est un agenda essentiellement politique et qui forcément peut s'éloigner des préoccupations populaires qui sont tout ailleurs. Alors en parlant des alliés, il faut dire que beaucoup de Congolais attendent les réactions des uns et des autres, notamment des Caméré, Bahati, Jean-Pierre Bemba, disons du président de l'Union sacrée sur cette question de révision de la Constitution. On vous garde encore dans cette émission. Christian Molikiar, Placide Mabaka, vous êtes docteur en sciences juridiques et vous êtes habilité à diriger des recherches de l'Université de Lille en France. Vous êtes professeur ordinaire et avocat. Vous, professeur, vous êtes carrément pour le changement de la Constitution. Tout à fait. Moi, ça fait depuis 2005, avant même l'adoption de la Constitution actuelle par référendum, je m'étais opposé déjà, où j'avais relevé les problèmes, les risques, comme je les appelais, qui innervait cette constitution. Et dans la pratique, aujourd'hui, 18 ans après, il s'avère que tout ce que j'avais pensé s'est produit. Et donc, quels sont ces risques, professeur? Il y a beaucoup de risques. D'abord, notamment, on a d'abord la forme juridique de l'État. On a un État qui est à la fois unitaire et on va dire fédéral, ce que moi j'appelle un monstre juridique. Je qualifie cet État, contrairement à ce que certains appellent l'État régional, d'un État unitaire à propension ou à vocation fédérale. On a créé des républiquettes. On voit bien que les provinces ne fonctionnent pas très bien. Il y a beaucoup de problèmes dans les provinces et ça empêche le développement. Au lieu de penser social développement des provinces, on est dans un jeu des politiques qui freine justement l'évolution de ces provinces. Aucune province, bon, sauf certaines qui ont tenté d'émerger, mais il n'y a pas de stabilité institutionnelle. Il y a toujours des motions, on va les appeler des motions alimentaires. Aucun gouvernement provincial ne reste pendant les 5 ans de mandat. Donc ça freine l'évolution, ça freine le développement de provinces et donc du pays, d'une part. D'autre part, il y a la forme juridique de l'État. Il y a la forme du gouvernement. On est, au Congo, nous sommes des Bantous, où la notion de chef est claire. C'est-à-dire que dans un pays comme le Congo, les psychiques ou les psychés des Congolais, c'est qu'on ne reconnaît qu'un seul chef. Or, aujourd'hui, avec la forme juridique qu'on a, on a 2 chefs. Il y a un chef de l'État, un chef de gouvernement. Et du coup, on l'a vu avec la coalition FCC-Cash, la mise en œuvre du projet politique du président qui est élu au suffrage universel a posé problème. C'est qui nous a amené à la création de ce que j'appelle une majorité fictive ou majorité factice, qui est l'Union sacrée de la nation. Et aujourd'hui encore, au sein de l'Union sacrée de la nation, on voit les velléités en quelque sorte politiques, les discutailles qu'il y a là-dedans, où certains revendiquent un certain nombre de postes ministériels parce qu'ils auraient été mal servis. Donc on est dans un système de partage de gâteau. Et c'est ça la constitution de 2006. C'est la constitution des belligérants, la constitution qui n'est pas la constitution du peuple congolais, une constitution qui a été fabriquée à Sun City avec des apports de certains étrangers. Je ne dirais pas comme certains que c'est la constitution écrite par des étrangers, loin de là. Même si c'est écrit par des étrangers, le problème n'est pas là. Mais c'est une constitution qui ne répond pas aux attentes du peuple congolais. Ce n'est pensé ni pour le Congolais, ni par les Congolais, ni dans l'intérêt du Congo. Voilà ces risques-là, d'une part. D'autre part, contrairement à ce que l'on pense très souvent, cette constitution a été modifiée en 2011. Et malheureusement, et on ne le dit pas assez, l'article 220, disposition verrouillée, mais ça a déjà été déverrouillé. Parce que si vous prenez cette constitution, l'article 220 interdit toute révision qui a pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces. Qu'est-ce qu'on a fait en 2011? 1. On a sorti le parquet du pouvoir judiciaire.
Donc, le fait que le parquet, le ministère public ne soit plus composante du pouvoir judiciaire perd l'indépendance. Et en perdant son indépendance, devient maintenant sous la direction quasiment, ou je dirais, sous les instructions du gouvernement, en passant par le ministre de la Justice. Et c'est dans ce sens qu'on a eu les fameuses propositions qui, heureusement, n'ont pas abouti, la proposition de loi Mina Kusakata, pour soumettre justement le parquet à la botte du gouvernement et donc du ministre de la Justice. Ça, c'est d'une part. Donc, on crée le risque d'un arbitraire judiciaire. D'autre part, réduire les prérogatives de province. Si vous prenez les articles 197 et 198, on les a modifiés. Depuis 2011, le président de la République peut dissoudre une assemblée provinciale. Il peut également révoquer un gouverneur. Mais et là, le gouverneur, c'est quand même l'exécutif de la province. Il est élu par des députés provinciaux qui eux-mêmes sont élus par le peuple. Donc c'est quand même l'émanation de la souveraineté au terme de l'article 5 de la Constitution. Dès lors que ce gouverneur, qui est aussi représentant du gouvernement en province, c'est-à-dire une autorité déconcentrée, ne satisfait pas les attentes du gouvernement central, le gouvernement central, de façon générique, par le biais du président, peut le révoquer. Contre la volonté de l'Assemblée provinciale et donc contre la volonté des citoyens de la province. Vous voyez que ce n'est pas démocratique et c'est un risque. Donc on a déjà touché à l'article 220. Moi, je ne crois pas à ce que l'on appelle des dispositions verrouillées ou intangibles ou incontournables ou intouchables, en ce sens que celui qui a fait peut défaire. Le problème n'est pas de savoir si on peut ou ne pas toucher à l'article 220. On peut y toucher, mais de quelle manière, par qui et comment? Là se pose la question justement, comme vous l'avez dit aujourd'hui, de l'opportunité. Mais d'un point de vue juridique, d'un point de vue scientifique, les limites matérielles sont des limites que le constituant lui-même peut réviser, c'est-à-dire celui à qui ces dispositions sont opposables, c'est le pouvoir constitué, c'est-à-dire le pouvoir de révision. Le Congrès, en l'occurrence, le Parlement réuni en Congrès. En revanche, le peuple lui-même peut retoucher par voie de référendum. Parce que celui qui a la clé qui verrouille la porte, lui, peut toujours déverrouiller. Donc c'est une question de parallélisme de forme et de compétence. Alors, je vais en rappeler que vous avez publié un ouvrage il y a quelques jours intitulé « Une nouvelle constitution pour un Congo restauré ». Voilà. Est-ce une coïncidence que ce livre puisse paraître pendant cette période où le parti au pouvoir est en train de faire sa campagne pour réviser la constitution? Une coïncidence ou Moi, comment dirais-je, mes travaux ne datent pas d'aujourd'hui. En 2016, j'avais déjà publié, quand je faisais le bilan des 10 ans de la Constitution, j'avais déjà publié un ouvrage en ce sens, où le second chapitre concernait justement la mise en place d'une nouvelle Constitution. Ce projet n'est que l'approfondissement de ma réflexion et la mise à jour de cette réflexion pour dire qu'aujourd'hui, le débat que j'ai déjà mené depuis 2005 est d'actualité. Ceux qui parlent de révision aujourd'hui, peut-être qu'ils m'ont lu, mais moi je suis contre la révision de la Constitution. Moi je suis pour le changement, je suis pour une 4e République, pour la restauration de l'État. Une nouvelle Constitution écrite par le Congolais sur le sol pour le Congolais. Le sol, on s'en fout, excusez-moi l'expression, c'est pas le lieu où on l'écrit, c'est la méthode. Pour moi, c'est que au lieu que ce soit quelques individus comme nous ici, nous sommes assis et nous disons nous allons vous pondre un texte et voilà vous allez adopter par référendum. Ça c'est une arnaque intellectuelle. Moi je veux que dans la méthode, que tout parte de la base. C'est pour ça que j'ai mis en place une structure, une association ASBL que j'appelle le collectif pour la 4e République. Ce collectif aura pour mission justement de lancer une pétition, de réunir les citoyens congolais et de lancer une enquête pour que les Congolais disent quel est le mode, disons, quel vivre ensemble que nous voulons, quel type d'État que nous voulons, quelles sont nos langues officielles, quelles doivent être nos langues officielles, doit-on maintenir le français comme langue officielle ou plutôt nos langues nationales doivent devenir des langues de gouvernement, doit-on avoir un État fédéral ou un État unitaire ou un État mixte, peu importe, ça doit être la base. À partir de là, nous allons, à travers le comité constitutionnel ou la commission constitutionnelle qui sera mise en place,
synthétiser et déjà, pour commencer, je demande au président de la République dans mon projet de transformer, par le biais de l'article 69, de transformer l'Assemblée nationale aujourd'hui en Assemblée constituante. Et le débat se fera sur quasiment 2 ans. On peut partir de 2025 jusqu'à fin 2026. Il faut qu'il y ait une émulation, un débat qui ne va pas concerner les politiques, la majorité, l'opposition. C'est tout le monde, dans les universités, dans, je sais pas, les femmes maraîchères, dans nos langues. Un véritable débat, ce qui n'a jamais été fait depuis que le Congo a eu son indépendance. Merci, professeur Placide Mabaka. Bob Kabamba, vous êtes politologue et professeur à l'Université de Liège en Belgique. Professeur Bob Kabamba, pour ou contre la révision de la Constitution, je signale en passant que vous êtes parmi les rédacteurs de cette Constitution de 2006. Merci, madame. Il y a 2 choses que je vais revenir pour pouvoir clarifier le débat. Il y a un débat sur la révision, il y a un débat sur le changement. Le débat sur la révision, il n'y a pas de débat puisque la Constitution, elle est très claire, comme vient de le dire mon collègue Moleka vient de l'expliquer tout à l'heure, je ne vais pas revenir sur ça. Donc il y a des dispositions clairement qui définissent comment peut-on arriver à une révision constitutionnelle, bien sûr, en accent la condition sur 220, qui est, je le rappelle encore une fois, que ce sont des articles qui sont verrouillés, qui ne sont pas déverrouillables, et non de manière très claire. Déverrouiller 220, ça veut dire changer la Constitution. C'est que les gens, des fois, oublient, quand on parle de changement de Constitution, on parle de changement de Constitution en ne se rendant pas compte par rapport aux conséquences dont on parle de changement de Constitution. Changement de Constitution, ce qui veut dire que toutes les institutions politiques qui existent aujourd'hui et qui ont une légitimité sur base de cette Constitution n'existent plus. Premièrement, tout ce qui est le président de la République n'est plus président de la République, le gouvernement n'est plus gouvernement, l'Assemblée n'est plus gouvernement, puisque tout simplement toutes les institutions qui tirent leur légitimité de cette Constitution, une fois qu'on la change, donc toutes ces structures n'existent pratiquement plus. Donc au jour d'aujourd'hui, si on va dans cette dynamique-là, je vois Corneille Nangaa qui contrôle une partie du territoire, qui peut commencer à déclarer de manière claire, sans ambiguïté, en disant oui, je me base sur base de l'article 64, qui dit que toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction et imprescriptible contre la nation et elle est punie conformément à la loi. Et donc, de manière très claire aussi, Corneille Nangaa peut dire oui, il est légitime, il peut s'autoproclamer président de la République de la démocratie du Congo, et il va avoir comme légitimité de pouvoir défendre l'ordre constitutionnel. C'est ça aussi qu'en fait, c'est qu'on a toujours des concepts que l'on est en train de dire. On donne des arguments pour dire pourquoi est-ce qu'il faut changer la Constitution, mais lorsque l'on donne ces arguments, ce sont des arguments entre guillemets qui sont liés non pas au texte, parce que le texte ne pose pas problème. Le problème, c'est l'application de ce texte. Et quand on dit application de ce texte, ce sont les animateurs. Tout à l'heure, j'entends parler qu'on parle de la forme juridique. Oui, la forme juridique, elle est celle-là. Et ensuite, c'est la Cour constitutionnelle qui est établie constitutionnellement qui peut régler ces différentes questions. Oui, on parle de instabilité au niveau provincial. Je vous signale que Kimbuta est resté gouverneur pendant des années et des années. Moïse Katumbi est resté gouverneur pendant des années et des années. Paluku en Nord-Kivu est resté aussi des années et des années. Chef d'État, chef de gouvernement, la Constitution a réglé ces questions. L'UCN partage du gâteau. Ce sont les hommes qui veulent avoir du pouvoir. Donc ça n'a rien à voir avec la Constitution. Et puis on parle de toute une série d'arguments qui n'ont véritablement pas de sens. C'est-à-dire que ce n'est que pas par rapport à l'application, mais ce n'est qu'une histoire des animateurs qui veulent utiliser les textes pour essayer de se pérenniser. Changer la Constitution, oui. Toucher à l'article de durée, comme on l'a entendu par rapport à l'interview de M. Kabouya, ben oui, ça veut dire changer. Ça veut dire que de manière très claire, nous allons dans un coup d'État, puisque cette Constitution ne permet pas à ce qu'on puisse avoir une 4e République. Et donc, comme on ne peut pas avoir une 4e République, ça veut dire qu'on doit faire un coup d'État et changer de tout au tout. On ne peut pas dire par article 69, qui est l'article qui va permettre au président de la République de mettre une constituante en place. Ben non, cet article garantit justement le fonctionnement des institutions de l'État congolais, mais sur base de la Constitution qui a été adoptée par référendum. Par ailleurs, ce qu'il faut savoir, madame, c'est que les gens aussi écrivent et parlent, ils ne savent pas de quoi ils parlent, c'est qu'on a eu
pendant tous les processus de rédaction, il y a eu tous les sénateurs et les députés qui sont allés dans leur province, qui sont allés dans leur circonscription avec des éléments clés pour avoir des discussions sur ces différentes questions, l'État, la forme de l'État, le drapeau, l'hymne national, les langues nationales. Et il y a eu des questionnaires qui ont été débattus dans les universités, par la société civile, dans toutes les provinces, et qui ont été ramenés à Kinshasa, et qui ont été décortiqués par non seulement les services du Sénat de transition de l'époque, mais aussi par les services de l'Assemblée nationale, pour essayer de décanter tout ceci et d'essayer d'avoir ce qu'on appelle une espèce de consensus par rapport aux points fondamentaux qui sont indispensables par rapport à l'écriture d'un texte. On va dire oui, c'est écrit par quelques individus. Faux, ce n'est pas écrit par quelques individus. Parce que là, encore en plus, on ne connaît pas le processus. Le processus avait commencé déjà à Kisangani avec ce qu'on appelait la commission la commission constitutionnelle du Sénat de transition qui s'est réunie à Kisangani pendant plusieurs jours pour justement pondre le premier texte qui est le texte fondamental qui est le premier. Et ce n'est qu'à partir de ce texte-là que les constructions ont été progressivement mûries, discutées avec les différentes parties. N'oubliez pas qu'on était à ce qu'on appelle à l'époque 1+4 qui devait être discuté au point de tous les composantes politiques, au point de la société civile, pour essayer d'arriver à avoir ce texte qui est sur la table. Dire que ce texte n'est pas conforme aux réalités congolaises, faux. Ce texte est justement aux réalités congolaises. Dire aussi que la tradition bantou veut qu'il puisse y avoir un seul chef, qu'il y a le Premier ministre, il n'y a pas de bazar. Je vais vous dire, madame, lorsque l'on connaît ce texte, lorsque l'on a la possibilité de contrôler le Parlement, comme c'est le cas aujourd'hui, on contrôle le gouvernement, comme on contrôle les assemblées provinciales, on contrôle le pouvoir actuel contrôle tout le système décisionnel de l'État congolais. Et donc ce n'est pas un problème de texte, mais c'est un problème de gens. Donc on essaye de trouver des arguments qui sont des arguments solides, juridiques, et pas des arguments farfelus et qui ne tiennent pas debout par rapport à ce qui est fondamental. Ce qui est fondamental, c'est que ces textes embêtent certaines ambitions, embêtent les gens qui veulent un troisième mandat, embêtent toute une série par rapport à cette préoccupation. Oui, on va mettre cette dimension, mais en sachant que les conséquences d'un changement de constitution, ça veut dire simplement que la légitimité sur laquelle est basée les institutions actuelles, la légitimité que le président actuel a de pouvoir être reconnu comme président de la République démocratique du Congo, cette légitimité ne sera plus. On a connu ça dans beaucoup de pays africains où on a changé des constitutions par rapport à cette question des mandats et on a vu les conséquences. On a les Guinées, on a toute une série d'autres pays qui, nous savons comment cela a abouti. Même par rapport au texte dans lequel la RDC elle-même a ratifié SADC, etc., East African Community, sur lesquels, justement, on a des fondements, en sachant bien que ces traités-là sont des traités qui sont valables aussi dans la législation congolaise, qui interdisent justement de pouvoir arriver à aller au-delà, à changer les constitutions pendant que l'on est là. Ces textes, ces traités, qui sont traités de la SADC, traités de East African Community, même de l'ECAC, qui interdisent ça. Alors si on veut aller au-delà, ça veut dire que simplement, nous allons vers un coup d'État, et quand on va vers un coup d'État, on ne sait pas très bien ce qui pourrait arriver avec un coup d'État. Ça veut dire que c'est lui qui arrivera à prendre Kinshasa, ou je n'en sais rien, par rapport à quel système, sera aussi légitime pour dire, ok, soit je me rebase sur le texte constitutionnel qui a été adopté par référendum, soit aussi, je fais une 4e République, et qui va mettre tout le monde dehors, c'est-à-dire le président de la République, le gouvernement, les assemblées, et tout le monde sera dehors, et on va dans un autre système. Mais c'est ça aussi que les gens ne comprennent pas par rapport à la portée de ce qu'on est en train d'expliquer. Et c'est très fondamental que les gens doivent comprendre cette dimension de parler de changement et de révision. Révision, il n'y a pas de débat, puisque le texte est très clair. Mais changer une constitution, ça veut dire changer le système. N'importe qui peut le faire, que ce soit Nanga, que ce soit Yakutumba, que ce soit je ne sais pas encore quel groupe armé, ou bien qu'il ne soit pas encore un autre politicien qui va dire, ok, dans ce cas-là, Tshisekedi n'est plus président de la République démocratique du Congo, puisque le texte constitutionnel n'est plus, moi, je me proclame aussi président de la République sur base de l'article 64, parce que simplement, on a violé l'ordre constitutionnel et qui est interdit, non seulement par le texte constitutionnel, mais aussi par les traités régionaux que la RDC a signés, et j'insiste, ratifiés et qui ont force de loi dans le cadre de la RDC.
Alors, ce texte embête ceux qui veulent un troisième mandat. Ce sont les propos du prof Bob Kiramba. On a entendu aussi certaines personnalités dire c'était la meilleure constitution depuis que la RDC existe. Vous avez suivi l'intervention du professeur Placide Mabaka, Christian Moleka, lui qui estime qu'il faut carrément avoir une nouvelle constitution. Commentaire avant de prendre ces auditeurs qui nous appellent. Hein. Déjà, je voudrais signaler que en fait, on change de république lorsque l'équilibre politique et institutionnel incarné par la Constitution ne le permet plus et qu'on est en recherche de nouvel équilibre. On peut prendre le modèle français. On avait une troisième république qui construisait un exécutif faible, avec un régime parlementariste qui avait de la stabilité institutionnelle et exécutive. Et donc la France a changé des constitutions pour permettre d'avoir une stabilité institutionnelle, notamment de l'exécutif, en passant dans la quatrième république. Est-ce qu'aujourd'hui au Congo, nous avons une instabilité institutionnelle? Non. Est-ce que nous avons un problème de crise institutionnelle? Non. Qu'est-ce qui fonde un changement de république aujourd'hui? Quels sont les postulats de base que nous voulons changer, qui sont liés à une évolution sociopolitique? Moi, j'en trouve pas. Est-ce que on parle de la perception du pouvoir? À moins que nous voulions retourner vers une logique chefale. Nous ne sommes pas dans la chefferie. Nous sommes dans une république. Et dans une république, le pouvoir est limité. On ne peut pas donner à quelqu'un un pouvoir illimité dans une république. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de république. La république veut dire un État sans roi. Et le pouvoir est éclaté pour qu'une seule personne ne contrôle pas seule. On parle de check and balance. Le pouvoir contrôle le pouvoir. Voilà pourquoi un éclatement vertical, un éclatement horizontal, pour qu'une seule personne ne contrôle pas seule l'État. On l'a vécu dans le passé, Mobutu doit nous enseigner, vouloir refonder un homme fort, le Congo l'a déjà connu. Et donc, si on pense revenir au présidentialisme, c'est un bon modèle, c'est un modèle suranné qui a montré une limite, une république, c'est un pouvoir éclaté. Et donc, on n'a pas de problème en termes de responsabilité. D'ailleurs, au Congo, nous sommes dans une monarchie républicaine. Et le constitutionnaliste est là pour m'appuyer. Lorsque vous avez deux majorités au Parlement et à la présidence qui vont de pair, c'est-à-dire que vous êtes dans une monarchie républicaine, parce que le président est le patron de la majorité, et la preuve, on a toujours eu des premiers ministres assez effacés. Regardez dans l'histoire. On a un président qui prend le devant et qui est dans une logique monarchique républicaine. Donc on n'a même pas de débat. Parce qu'on a eu très peu dans l'histoire des cohabitations où on a pu avoir de dualité exécutive affirmée entre un président et un premier ministre opposé. Vous allez sur la problématique des compétences des provinces. Les compétences n'ont jamais été limitées. Les compétences sont reprises aux articles 202, 204, ils n'ont jamais été limitées. On se retrouvait face à une réalité historique où vous avez une crise en province, à l'Équateur, entre l'exécutif et l'Assemblée provinciale, et la loi n'avait pas prévu des cas de crise. C'est comme ça que l'Assemblée a jugé utile que mutatis mutandis, autant que le président a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale, en cas de crise constaté entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif de province, le président peut dissoudre. C'est un cas encadré qui limite en rien les compétences de l'Assemblée, à savoir garder le pouvoir délibérant, voter les édits contre l'exécutif, et des pouvoirs reconnus constitutionnellement 202, 204 qui n'ont jamais été touchés. Donc fondamentalement le débat il n'est pas sur des arguments, je dirais solides, qui nous permettent de dire pourquoi on change de république. Réviser la Constitution, c'est un débat pour moi inutile. Le Parlement peut se réunir et modifier une disposition, sinon que l'on trouve que ça bloque la masse république. Mais si on va dans les débats de fond, donnez-nous les postulats sur lesquels on peut discuter la forme de la république. Mais c'est un consensus. Le Congo a eu pratiquement depuis 1990 un vrai débat entre la forme unitariste et les fédéralistes. Tout le monde connaît les débats au Congo, que ce soit les différentes constitutions que nous avons eu dans le passé. On a toujours eu cette ligne clivante en ceux qui sont défenseurs d'un régime unitaire et ceux qui sont défenseurs d'un régime fédéral. Nous avons trouvé les moyens termes. Le quasi-fédéralisme qu'on nous donne est un moyen à la fois de concilier les velléités fédéralistes en donnant aux provinces l'autonomie régionale, mais en même temps de garder une forme unitariste en donnant au président de pouvoir. Notre vrai problème, c'est pas le texte. Notre problème, c'est l'application du texte. Et nous avons, prenez un exemple simple, la Constitution a placé depuis 2006 la retenue à la source qui n'a jamais été appliquée. On nous a imposé une restitution qui est anticonstitutionnelle, qui dépend des bons vouloirs de Kinshasa. Conséquence, beaucoup de provinces sont en retard de rétrocession.
alors que la Constitution a posé une autonomie de province avec une autonomie financière par la retenue à la source qu'on n'a jamais appliquée. Comment peut-on évaluer l'efficacité de la Constitution quand on n'a jamais appliqué jusqu'à ce jour la retenue à la source, quand on n'a jamais mis en place la caisse de péréquation, quand jusqu'à ce jour nous avons encore dans la pratique politique un gouvernement central qui pense qu'il a autorité sur les provinces, alors que la loi a posé le principe d'une conférence de gouverneurs comme ça, l'espace où les gouverneurs se réunissent avec le chef de l'État. Et nous avons des pratiques politiques qui n'ont pas autant évolué que les textes. Notre vrai problème, c'est la pratique politique. Il faut faire évoluer la pratique politique et ne pas faire évoluer les textes. Les textes ne posent pas problème, c'est la pratique politique qui ne s'adapte pas à l'évolution du texte. On peut aller plus loin. Notre problème des provinces. Mais qui est la qualité des élus? Les profs Bob Kabamba, je pensais qu'il allait l'évoquer. Il y a une étude qui a été menée sur la qualité des élus. Regardez comment le parti politique envoie les candidats aux élections. À la députation nationale, vous avez je dirais des libéraux, des gens qui ont une certaine expérience de gestion. Au niveau de l'Assemblée provinciale, vous avez généralement des gens qui viennent pour leur premier mandat, qui sont commerçants, qui sont enseignants et qui n'ont pas une culture d'État. Comment on construit une culture d'État à même moment qu'on installe les institutions? Ça, c'est un problème d'hommes. Il nous faut travailler à former les hommes, à renforcer la capacité pour que les gens comprennent que lorsqu'on crée une institution de proximité, c'est pas un nouveau gâteau qu'on vous donne pour vous partager, c'est pour avoir un développement local à la base. Et nous avons une culture politique qui fait que les gens pensent que lorsqu'on crée une institution, on crée un nouveau gâteau et qu'on vient se partager ce gâteau-là entre nous. Et donc les assemblées provinciales deviennent également de nouvelles sphères où des élites de proximité viennent se partager les gâteaux et ne sont pas centrés sur le développement. Est-ce qu'il faut changer les textes ou il faut changer d'homme? Moi je crois qu'il faut changer d'homme et non pas de texte. Alors, il y a une certaine opinion qui pense qu'il faudrait quand même réviser certaines dispositions de la Constitution, notamment l'élection des gouverneurs des provinces, passer du suffrage indirect au suffrage direct. Ça nécessite vraiment, c'est vraiment opportun, c'est une priorité parce qu'avec les élections passées, on a vu comment ça s'est passé, hein, et même avec l'élection des sénateurs, certains Congolais demandent même la dissolution carrément du Sénat, la suppression du Sénat. Moi je crois que la question qu'il faut se poser, c'est le coût financier. Nous avons déjà un cycle électoral qui nous coûte plus ou moins 1 milliard. On a été à 1,3 milliard en 2023. Si nous allons vers des élections à suffrage direct pour les gouvernants, c'est un coût de plus. Parce que quand vous avez une assemblée à 44, à 48 comme Kinshasa, quand vous réunissez 44, 48 personnes dans une salle pour voter un gouverneur, c'est un coût logistique. Quand vous prenez 10 millions de Quinois qui votent un gouverneur, c'est également un coût logistique. Est-ce que nous prenons en compte le fait que le choix des modes de scrutin ou de système participe ou non à augmenter ou non les coûts des élections? Ça, c'est un premier élément. Deuxièmement, qu'est-ce que nous reprochons? C'est la corruption. Pensez-vous que si on élargit l'élection à l'électorat plus large, on règle le problème de la corruption? Est-ce que nos députés qui vont au scrutin direct, nationaux ou provinciaux, ne sont-ils pas confrontés au problème de la corruption? Est-ce qu'on règle la corruption en changeant des modes de scrutin? Moi, je ne pense pas. C'est un problème de société, c'est un problème endogène. Il faut régler l'éthique des dirigeants, il faut régler l'éducation à la lutte contre la corruption. Vous ne changez pas le problème, vous ne réglez pas le problème de la corruption en changeant l'électorat. On va l'élargir. Ça veut dire demain, qui sera gouverneur? C'est lui qui pourra amener 100 millions sur le terrain, qui distribuera les pagnes et les bassins. On sait comment ça fonctionne. Et c'est lui qui sera élu gouverneur. Est-ce qu'on aura réellement réglé le problème? Il y a des vrais problèmes, mais nous ne donnons pas des réponses appropriées aux vrais problèmes. On a un problème d'éthique, on a un problème de culture d'État, on a un problème de marchandisation du jeu électoral et du jeu politique, et ça ne se règle pas en changeant l'électorat. On va prendre ces auditeurs qui sont très nombreux à appeler sur notre standard, qui veulent aussi donner leurs avis, leurs points de vue sur le sujet de ce soir. On va prendre Boaz de Kinshasa qui est en ligne. C'est Boaz Mwamba, secrétaire national adjoint en charge de l'organisation et recrutement et implantation du parti Alliance pour le changement, parti cher à l'honorable Jean-Marc Kabunda. La révision de la Constitution ou le changement de la Constitution n'est pas une priorité. Et ce n'est pas ça l'urgence pour notre peuple. Etienne Tshisekedi avait promis la mise sur pied d'un état de droit et non la jouissance qui caractérise le régime actuel. Cette machination de l'UDPS de vouloir se maintenir au pouvoir après 2028 ne passera pas. Bref commentaire, professeur Placide Mabaka. Moi, j'aimerais déjà revenir sur ce que le prof Kabamba dit. L'histoire des animateurs, c'est vrai, il y a un problème d'histoire des animateurs,
Pour autant, il ne faut pas éluder le problème des textes. Je prends un exemple. Aujourd'hui, on dit que les provinces ne posent aucun problème. Il y a une stabilité, nous cite Kinshasa, Katanga, ainsi de suite. Le Katanga, par exemple, a été divisé en 4 parties, je crois. Il y a Haut-Katanga, Tanganyika, Lualaba et Olomami. J'ai la chance de voyager dans ce pays également. Donc, je suis de temps en temps à Lubumbashi. Lorsque vous êtes à Lubumbashi, nous, qui sommes d'autres provinces, on disait que c'est chez les Katangais. Mais quand vous arrivez à Lubumbashi, quelqu'un de Lualaba, qui a toujours vécu à Lubumbashi, on lui dit non, rentre chez toi. N'est-ce pas? On n'est plus Katangais, mais on est Lualabé, on est Haut-Katangais, on est de Lomami, ainsi de suite. Vous voyez que cette constitution, avec la création des républiques, les 26 provinces-là, c'est une constitution de tribalisme. Vous voyez? Donc ça pose quand même un problème. Un gros problème. Aujourd'hui, moi je suis de la province du Kwango, ancien Bandundu. Quand vous êtes, pour ne même pas parler du Kwango, prenons le Kwilu. Le Kwilu, il y a 2 grandes villes. Il y a Bandundu-ville et Kikwit. J'ai aussi la chance d'y aller. Mais ne serait-ce que dans le Kwilu, il y a déjà des débats entre les gens de Bandundu-ville et les gens du Kwilu, à cause de ces provinces. Vous allez même dans du côté Bandundu, ici, entre Bagata et Bulungu. Mais vous avez vu tous les problèmes qui se sont passés entre les Yaka et les Teke. C'est dû à quoi? Avant, nous étions un État uni et unitaire. Aujourd'hui, on est un État qui est désuni. Les gens confondent. Le fédéralisme, c'est quoi? Il y a 2 façons de concevoir le fédéralisme, d'appliquer le fédéralisme. Je ne suis pas contre le fédéralisme. Je suis contre le fédéralisme organisationnel, le fédéralisme structurel. C'est que cette constitution de 2006 a mis en place. En revanche, là où je suis pour le fédéralisme, c'est dans le fédéralisme fonctionnel. C'est-à-dire dans le cas de la gouvernance. Une décentralisation tellement poussée qui aboutirait à une forme de fédéralisme. Le cas de l'Italie, qui est un État régional, c'est cela, n'est-ce pas? Et on n'arrive pas à un État fédéral. Parce qu'ici, on est dans une mixture, une forme de syncrétisme entre l'État unitaire et l'État fédéral. Ce n'est pas le fédéralisme qui pose le problème. Mais quelle est la nature de ce fédéralisme? Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé copier la constitution de 1970 de Belgique, que les Belges ont abandonné. Le prof Kabamba peut en témoigner. Parce que moi, j'ai mené des études là-dessus. Et le prof Kabamba a aussi, c'est lui d'ailleurs qui a eu le privilège d'avoir le premier ouvrage le premier exemplaire de mon ouvrage. Il y a des arguments solides là-dedans. Il y a des arguments très solides. Lorsque le prof Kabamba nous parle de la commission constitutionnelle de Kisangani, quelle est la légitimité de cette commission? Quelle était la légitimité du Sénat dont il parle, de la transition? Quelle était la légitimité de l'Assemblée de cette constitution de la transition? Mais bien sûr, le fondement, c'est Sun City, fondement à la fois juridique et politique. Qui était à Sun City? Mais c'était les belligérants. Où était le peuple congolais? La synthèse dont tu nous parles, il y a eu des débats dans des universités. Je suis désolé. Moi, j'aurais aimé participer à ce débat-là. Je n'ai jamais vu une enquête quelconque, ou une discussion dans les universités ou dans la société civile où les sénateurs sont allés dans leur province. Mais attendez, on se moque du monde ou quoi? Cette constitution, c'est une constitution qui est de la poisse pour notre pays, c'est une constitution de la division, c'est une constitution du séparatisme, c'est une constitution qui est mal née. Pour parler encore de stabilité, prenons le mode de scrutin. Aujourd'hui, si vous prenez l'article 78 de la Constitution, on vous parle déjà de coalition dans la Constitution. Et la loi électorale en a tiré toutes les conséquences en mettant en place un scrutin proportionnel au plus fort reste. On a atomisé le vote. Imaginez un pays qui est post-conflit où il y a aujourd'hui 910 partis. Ce sont des partis alimentaires. Est-ce qu'on a vraiment des partis? Ils sont politologues. Est-ce qu'on peut parler de partis politiques au Congo aujourd'hui? Quel est le rôle d'un parti politique? Les textes peuvent être beaux, oui. Mais il ne faut pas seulement condamner les animateurs. Sont-ils éduqués politiquement? Ont-ils été formés?
vous avez parlé justement des origines, par exemple des députés provinciaux. Mais comment on les sélectionne? Mais c'est le mode de scrutin. On crée quoi? Des plateformes politiques qui sont simplement des lieux qui viennent servir certains leaders, entre guillemets. Aujourd'hui, et quand ils ont le pouvoir, je vais vous donner un témoignage et j'arrête là. Il y a une dame qui était au PPRD, et au moment des nominations dans le PPRD ou la majorité présidentielle, c'était les chefs des partis qui prenaient les postes. Elle s'est dit, 1, je suis une femme, 2, je n'ai pas de parti politique, donc aucune chance d'avoir un poste ministériel. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle nous a dit clairement, mais j'ai créé mon parti politique. Et quand il fallait discuter entre chefs des partis, on a eu un poste, mais j'ai pris le poste moi-même. Voilà comment on vient, non pas pour servir, mais pour se servir. Et tout ça, c'est cette constitution qui en est la base. On va prendre ce deuxième auditeur qui nous appelle depuis Bukavu, Sud Kivu. Jean Jado Igelima, je vous appelle depuis Bukavu, en province du Sud Kivu. La révision constitutionnelle n'est pas en soi mauvaise, car cette constitution de 2006 contient certaines dispositions qui, en principe, doivent être élaguées de notre loi fondamentale. C'est pourquoi la révision telle qu'il en a été question en 2011 ne pose aucun problème, car ramener le scrutin présidentiel de 1 à 2 tours enchanterait tout Congolais. Par ailleurs, il est un rêve de penser que dans le contexte actuel, les dispositions intangibles doivent être touchées. Ceci impliquerait non seulement une simple révision constitutionnelle, mais plutôt une abrogation qui nous ramènera à passer de la 3e vers la 4e République. Or, je ne pense pas que l'UDPS peut s'inscrire dans cette logique qui consiste à changer les règles de jeu en plein match. Pourtant, c'était ça son combat lorsqu'il était encore à l'opposition. Professeur Bob Kabamba, brève réaction. Brève réaction, donc je pense qu'il a bon, de manière très claire, il a bien commencé avec la question de la révision pour aller dérailler sur la question du changement de constitution sans mesurer les conséquences, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Alors je voudrais revenir par rapport à mon collègue, tout ce qu'il vient de dire. Il ne fait que confirmer ce que M. Moleka et moi-même dit. Ce n'est pas une question de texte. Il vient d'illustrer de manière monumentale, de manière extraordinaire, que ce n'est pas un problème de texte, c'est un problème d'hommes qui ne sont là, pas pour servir l'État, que pour essayer de se remplir les poches. Donc ça n'a rien à voir avec la Constitution, et je le remercie de nous avoir donné autant d'arguments pour nous dire que oui, c'est le problème des hommes, qui ne sont là que pour essayer de s'enrichir, et que ce n'est pas des hommes qui sont là pour essayer de pouvoir appliquer des textes pour amener qu'il puisse y avoir un meilleur développement pour le Congo. En résumé, donc je voudrais réinsister pour dire le problème de la révision changement, tout simplement ceux qui sont partisans du changement de constitution sont d'une part ceux qui sont convaincus que le texte embête ceux qui veulent aller au 3e mandat, et ensuite on va avoir ce qu'on appelle un clivage entre ceux qui veulent adopter la position majeure du parti au pouvoir en espérant pouvoir aller être partagé sur le gâteau de manière claire. Oui, je vais vous appuyer dans cette dynamique pour espérer aller dans le gâteau, alors que le problème n'est pas là. Le problème est que, tout simplement, on n'a pas la classe politique qui est indispensable pour pouvoir amener le développement dans ce pays en essayant simplement de pouvoir appliquer les textes qui sont là. Ce sont des textes qui ne posent pas problème, mais tout simplement, lorsque ces textes embêtent les ambitions des uns et des autres, on essaye de vouloir modifier en espérant pouvoir y aller. Je voudrais encore remettre une chose, encore une petite couche. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'UDPS contrôle essentiellement tous les rouages du pouvoir. Je dis bien tous les rouages du pouvoir. Ils ont le chef de l'État et chef des armées, il est chef de l'exécutif, il nomme qui il veut dans tout le système qui est mis en place parce qu'il n'a pas de contre-pouvoir. Et donc, ce n'est pas le problème de constitution qui va l'empêcher de pouvoir contrôler le Parlement, de pouvoir impulser un développement.
de pouvoir sécuriser l'État congolais parce qu'il est le chef des armées. Ce n'est pas lui qui va, ce n'est pas le texte qui l'empêche de pouvoir faire tout ce qu'il a envie de faire parce qu'il contrôle tout le système et comme on l'a vu dernièrement avec le système judiciaire et même lui-même le dit avec son ministre Mutamba, l'ont confirmé et donc il a tous les pouvoirs et donc comme il a tous les pouvoirs, ce n'est pas un problème de texte de manière claire sans ambiguïté, c'est plutôt une question d'homme. C'est simplement appliquer les textes qui sont là. Ce sont des textes qui veulent le bien-être du Congo, qui veulent qu'il ne puisse pas y avoir un dictateur au Congo et qui veulent mettre en place des dispositions pour contrôler les uns et les autres, qui font ce qu'on appelait l'équilibre entre tous les systèmes, l'État central et les provinces, le niveau de l'État, de l'exécutif avec président, chef de l'État, premier ministre, au niveau appareil judiciaire avec 3 ordres judiciaires et qui se contrôlent les uns et les autres. C'est un système, comme diraient certains constitutionnalistes, qui l'ont même dit. C'est le texte, en tout cas, le plus abouti depuis que le Congo existe. Et donc, ce n'est pas un texte, ce n'est pas un problème de texte, c'est un problème d'homme, c'est tout. Henri-Car Banza, qui nous suit depuis l'ICASI, ce sont plutôt les internautes qui nous suivent sur la page Facebook de Radio Okapi, qui suivent ce magazine en direct sur la page Facebook de Radio Okapi. Ils pensent que il n'y a aucun problème des textes, mais seulement le pays a un sérieux problème d'hommes, un problème de programme préétabli et un vrai problème de volonté politique. Voilà, Pascal Mouindo se pose ces questions, en quoi la révision de la Constitution sera bénéfique pour le quotidien du peuple congolais, quel article de la Constitution bloque le développement de la RDC. Vous êtes très très nombreux à nous suivre de partout. David Wedi de Kinshasa, les propos de Dr Etienne Tshisekedi de heureuse mémoire ne sont pas des évangiles. À l'heure actuelle, vouloir réviser la Constitution, c'est plonger le pays dans un gouffre le plus profond. Voilà. Joseph Waputrou, la Constitution actuelle ne protège pas le Congo. Ne protège pas les Congo, c'est la constitution des étrangers. On va prendre ce dernier auditeur qui appelle de Kinshasa rapidement. Chikobasa, je vous appelle ici à Kinshasa. À la période actuelle de l'état de siège, avant d'envisager la révision ou le changement de la constitution rdcienne, l'IDPS ne devrait pas commencer à nous dire quel est l'article de la constitution qui bloque le chef de l'État et son gouvernement à bien travailler. Est-ce que c'est la constitution qui bloque le chef de l'État de réaliser sa promesse de créer 5000 emplois pour les jeunes? Est-ce que c'est la constitution qui empêche au chef de l'État d'achever les acquis sauvegardés à son premier mandat? Est-ce que c'est la constitution qui bloque la première ministre et son gouvernement de stabiliser l'économie du pays? Est-ce que c'est la constitution qui empêche au chef de l'État de réunir les 2 chambres du Parlement pour déclarer la guerre contre le Rwanda afin de mettre un terme à cette insécurité? Que l'IDPS comprenne que le temps finit toujours par donner la réalité de ce qu'on est. Ce régime en place ne cherche pas à justifier son échec en invoquant certaines erreurs de la Constitution qu'elle avance comme raison. Il est encore grand temps que ce régime en place fournisse tous les efforts afin de répondre aux besoins du peuple congolais. Christian Moïka, brièvement, nous sommes presque à la fin de l'émission. La Constitution est révisable et la Constitution prévoit les conditions de sa révision. Je crois que par exemple, le prof Mabaka parlait de la proportionnelle. Mais la proportionnelle a été révisitée en 2011 lorsqu'on a introduit le seuil pour limiter les claquements que nous donnait la Constitution, la proportionnelle. Donc il y a des dispositions qui peuvent être révisées si tant est que le gouvernement présente un projet qui nous montre dans telle disposition, telle nous permet d'améliorer. Par exemple, nous voulons tous avoir une démocratie et un système partisan assez sain. En 2006, nous avions 278 partis. Mais on est passé de 278 partis à pratiquement 1000. Mais pourquoi? Mais parce que tout le monde a mis en place les mosaïques.
Depuis 2011, avec le PPRD, tout le monde a adopté les méthodes des mosaïques, donc multiplier les partis et les listes pour avoir des majorités plus larges. Est-ce que c'est un problème à la fois des lois électorales? Oui, on peut s'y plonger, de modes de scrutin, on peut s'y plonger, mais fondamentalement, la Constitution actuelle a besoin d'être appliquée. Et le vrai problème, nous ne l'appliquons pas. Vous savez, vous, que la Constitution a posé, par exemple, des droits économiques et sociaux. Les droits à l'électricité, c'est un droit reconnu dans la Constitution. Est-ce que nous avons déjà appliqué ces droits économiques reconnus aux Congolais? Il y a des choses encore à appliquer. Il y a probablement des dispositifs à adapter. Et donc, pour moi, une révision qui adapte les dispositifs à un fonctionnement n'est pas un problème. Là où le débat commence, c'est lorsqu'on veut déverrouiller les dispositions bloquées et qu'on imagine qu'on peut changer de constitution sans le justifier par à une instabilité politique criante qui nécessiterait un changement de république. Je crois qu'on est d'accord moi je suis d'accord pour une révision si tant est que les dispositions qu'on nous propose améliorent la gouvernance, mais le changement non. Professeur Mabaka. Alors, moi je suis foncièrement pour le changement. Je vais m'expliquer. Brièvement, professeur. Très brièvement, parce qu'on ne puisse pas avoir qu'on ne me prête pas d'intention. Simplement, ce que je propose, ce n'est pas pour maintenant. C'est pour l'après 2028. Et si vous voulez, on aura le temps d'en parler. Le changement, pourquoi? Parce que aujourd'hui, on dit que les institutions sont stables. Mais vous savez que l'élection du président de la République, à chaque échéance depuis 2006, a toujours été contestée. Est-ce qu'on peut parler? Beaucoup aujourd'hui récusent la légitimité du président de la République. Je suis content d'entendre le prof Kabamba dire le président est légitime. Mais allez demander à Martin Fayoulou, allez demander au docteur Mukwege, allez demander à Moïse Katumbi. Ils vous diront il n'a aucune légitimité. N'est-ce pas? Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. De 2006, il y a eu la guerre entre Bemba et Kabila dans Kinshasa. Donc, depuis 1960, les institutions, la légitimité des institutions est contestée. Donc, il faut qu'on s'assied et qu'on se dise que nous devons définitivement régler ce problème. Il est temps. Moi, je ne suis pas pour un changement en cours de mandat. Ça, ce serait effectivement un coup d'État. Je le concède. En revanche, nous devons déjà réfléchir pour l'après 2028. Moi, je ne travaille pas pour quiconque. Je ne suis pas là pour défendre un parti politique. Moi, je réfléchis pour le Congo et pour les Congolais. Donc, il faudrait que l'on lance ce débat qui peut prendre 2, 3 ans, peu importe, mais au sortir de 2028, qu'on ait une nouvelle république, de nouvelles institutions qui seraient incontestées, incontestables, et qu'on ait une constitution sacrée et sacralisée à laquelle personne ne touchera de n'importe quelle manière. Bandeko tolandi biso nyonso na débat tolandi Bob Kabamba boyebi très bien yeku batanke na makambo ebele contre Mboka boyebi Placide Mabaka boyebi Christian Moleka. Alors bato wana nyonso balekaka mingi mais o alobi pena kitoko eza Placide Mabaka na Christian Moleka bango pena bayebi makambo yango na nde tolandi bango. Bosomante constitution peneza na ba problème ebele na kati et kokotia Mboka mobulu tukoko amena ba situation moko payer comme diviser parce que bandeko ezoko sala mobulu constitution Mboka ezana ba changement tellement ebele ezana ba problème tellement ebele alors bandeko ezali passer yango tozo sa ba congolais totalement. Ce pays, c'est notre pays. Makambu oyo ezana Mboka na biso nde bozo mona. Constitution il faut ba changer yango. Bande que bele va porter message nango très bien. Tolandi biso nyonso. Ba politologue tolandi docteur ancien juridique bandeko Placide Mabaka, il a expliqué bien Christian Moleka, analyse politique. En tout cas, ils ont un problème de constitution. Donc, bango batuya PPRD bazako silika. Parce que basala ki yango pona bango moko. Ils ont couvrir bango makambo ebele. Mais entre-temps, ils ont freiné Mboka. Et c'est à niveau de la province. Et quoi avancer ndeni? Hein? Gouverneur bazo longole kana quelques minutes. Désordre. Aucun côté. Donc, constitution, ça n'a pas de problème, et donc, sur le tali, na judiciaire,
pouvoir judiciaire les a séparés maintenant et comme diriger le législatif et na exécutif ba ministre ka mutamba zo diriger maintenant ne diba makamunyo so donc constitution bebisi makamobili. Alors et comme état au batiango na nzela batu batika makele bana mboka. En tout cas tolandi biso nyonso débat tokomotika on a bino bo continuer ko s'abonner na chaîne oyo bo partager. Au revoir, à la prochaine.